Lê Chanshu s'assit nonchalamment sur sa chaise décontractée tandis que quelqu'un chevauchant un nuage arrivait. C'était Ju-woo, et pendant que Lê Chanshu le saluait, Ju-woo dit rapidement à Lê Chanshu qu'il avait entendu dire qu'il avait récolté de grands bénéfices lors de son voyage vers l'océan de l'Est il y a 3 mois, et qu'il avait également traité correctement Aoi lorsqu'il l'avait provoqué, alors il était content de ne pas l'avoir recommandé pour rien. Lê Chanshu a déclaré que lors de ce voyage, il avait pu obtenir un sort de feu et de tonnerre, et il a dit à Ju-woo qu'il avait préparé un festin à l'intérieur pour le remercier. Ju-woo a hésité et a dit qu'il avait l'impression que quelque chose se passait parce que Lê Chanshu était généralement assez avare de viande spiritueuse et de vin lorsqu'il venait lui rendre visite. Ju-woo s'est rendu compte que Lê Chanshu était allé dans l'océan Est après avoir été cajolé et trompé par lui, alors il a demandé nerveusement à Lê Chanshu s'il avait empoisonné la nourriture. Lê Chanshu a ri et a dit à Ju-woo qu'il n'était qu'un disciple du petit Pictian alors qu'il était un immortel parfait, et les officiers sectaires que les anciens tenaient en haute estime, donc même s'il avait l'idée de comploter contre lui, il l'a fait. Je n'ai pas le courage du tout. De plus, il avait obtenu d'énormes avantages lors du voyage vers l'océan de l'Est. Lê Chanshu a présenté les boules de prise de photos et a déclaré qu'après les avoir améliorées, il les avait également transformées en boules d'enregistrement sonore, tandis que Lê Chanshu en offrait une à Ju-woo, disant qu'ils auraient chacun une boule et que toute la fête de ce jour-là se déroulerait, y être consignée pour le rassurer. Les yeux de Ju-woo pétillèrent d'excitation alors qu'il considérait ces balles comme de bonnes choses. Avec le ballon en main, Ju-woo a ri et il a dit à Lê Chanshu que même sans lui, il aurait voulu voir quel genre de trick il avait préparé de toute façon. Lê Chanshu sourit, et il avait ce regard sombre et intrigant lorsqu'il dit à Ju-woo d'entrer. Lê Chanshu a activé les boules d'enregistrement sonore et vidéo. Ju-woo a déclaré qu'il s'était demandé si Lê Chanshu avait placé une sorte de médicament inoffensif dans chacun de ses plats et s'il constituerait une toxine incapacitante une fois mélangée. Alors que Ju-woo continuait de douter que Lê Chanshu lui avait véritablement offert du vin, Lê Chanshu mangeait joyeusement, pensant que les compétences culinaires de Lan Ling s'étaient encore améliorées. Lê Chanshu a ri et a demandé à Ju-woo s'il avait vécu quelque chose à l'extérieur qui l'avait rendu si sceptique quant à ses bonnes intentions car, après tout, il n'était pas une mauvaise personne. Ju-woo a ri et il a dit qu'il plaisantait parce qu'il était un immortel parfait, donc il n'y avait rien à craindre. Tous deux portèrent un toast. Au bout d'un moment, Ju-woo était triste que son pot soit déjà vide. Lê Chanshu a sorti un pot différent et il a dit à Ju-woo que c'était du vin de dragon venimeux qui renforce les os et que c'était un cadeau de remerciement de sa part. Ju-woo avait l'air inquiet, car il pensait que cela devait certainement être l'arme secrète de Lê Chanshu. Ju-woo contrôlait sa baguette avec Kai. Il l'a dirigée vers le pot et a percé son couvercle. Avec un peu de vin au bout de la baguette, Ju-woo rappela la baguette et l'attrapa avec sa main. Il goûta le bout de la baguette. Les yeux de Ju-woo s'écarquillèrent alors qu'il était ravi du goût du bon vin. Lê Chanshu a fièrement déclaré qu'il avait été brassé avec 36 sortes d'herbes vénéneuses et 12 sortes d'insectes venimeux, accompagnés du vin sec du Gange, et qu'après les avoir trempés pendant 3 mois, leur toxicité avait été neutralisée afin qu'ils puissent reconstituer l'esprit, fortifier les os et augmenter la vigueur de l'homme. Les deux avaient des sourires malicieux sur leur visage tandis que Lê Chanshu disait à Ju-woo qu'il ne savait pas s'il serait capable de supporter l'intensité des effets médicinaux parce que le vin avait des effets médicinaux plutôt puissants, et Ju-woo lui dit qu'il savait. Ju-woo a dit qu'il n'y avait rien qu'il ne pouvait supporter parce qu'il était une personne avec un Lê Chanshu a dit que c'était la raison pour laquelle il avait brassé le vin médicinal, et alors qu'il proposait à Ju-woo de l'essayer, Ju-woo a donné avec empressement sa tasse pour l'essayer. Lê Chanshu a rappelé à Ju-woo de ne pas trop boire d'un coup, mais Ju-woo lui a dit qu'il n'y avait rien dont il devrait avoir peur parce qu'il était un immortel parfait, et il a dit que par coïncidence, Ju-shi est sorti de l'isolement récemment, alors il n'avait rien à craindre. Lê Chanshu avait à nouveau ce regard sombre et intrigant sur son visage alors qu'il disait à Ju-woo que c'était tout simplement parfait. Lê Chanshu avait dit à Ju-woo qu'il lui avait en fait demandé de venir parce qu'il avait besoin de son aide avec le réseau vitré de 9 couleurs dans la formation du réseau qu'il lui avait donné. Il a dit qu'il l'avait analysé avec Ju-ju pendant un demi-mois mais qu'il n'était toujours pas en mesure de le configurer. Alors, il a voulu lui demander conseil, et Ju-woo lui a dit avec plaisir qu'il devrait y aller pendant qu'il jetterait un coup d'œil. Quelques instants plus tard, ils étaient déjà tous les deux devant le tableau. Ju-woo a demandé à Lê Chanshu de déplacer le miroir de cuivre devant la formation, de réorganiser les 13 miroirs de cuivre près de lui dans une grande ours, et ce devrait être tout. Lê Chanshu a confirmé qu'il comprenait. Lê Chanshu a attrapé l'un des miroirs en cuivre et a demandé à Ju-woo s'il le faisait correctement. Lê Chanshu a projeté une lumière vers Ju-woo à l'aide du miroir en cuivre, et Ju-woo n'a pas pu s'empêcher de crier de douleur alors qu'il était aveuglé par la lumière. Ju-woo ferma calmement les yeux et demanda à Lê Chanshu si c'était ainsi qu'il prévoyait de comploter contre lui.
Il a demandé à Lee Changshu s'il pensait vraiment qu'il ne remarquerait pas que son plan directeur était de le piéger dans cette formation. Mais alors qu'il se tournait pour regarder Lee Changshu, Ju-Woo fut si surpris qu'il laissa échapper, demandant à Lee Changshu pourquoi il était en feu alors que, dans son esprit, il reconnut que c'était la flamme spirituelle des vraies flammes du Samadhi. Alors qu'il tendait la main à Ju-Woo, Lee Changshu a agi comme s'il s'inquiétait pour Ju-Woo, lui demandant pourquoi il venait de le faire, et son jeu était si bon qu'il pourrait être nominé aux Oscars. Après avoir agi, Lee Changshu a jeté la balle d'enregistrement de côté. Ju-Woo s'est rendu compte que Lee Changshu utilisait en fait la boule d'enregistrement sonore pour effacer son nom. Lee Changshu sourit timidement en faisant signe à Ju-Woo. Lee Changshu a disparu, se transformant en papier découpé, et Ju-Woo a reconnu que c'était l'homme qui formait des papiers découpés à partir des 36 voix de la Grande Ourse. Alors qu'il était enfermé dans le groupe, Ju-Woo a dit à Lee Changshu qu'il était encore trop inexpérimenté car, même avec les balles d'enregistrement sonore et vidéo, il n'y avait aucun crime pour lequel il pouvait le condamner. Alors il a ri et a dit qu'il l'avait surestimé. Ju-Woo sourit, demandant à Lee Changshu s'il pensait vraiment qu'il ne pouvait pas trouver où se trouvait la porte de vie alors que c'était lui qui avait inventé la formation de réseau. 1 heure plus tard, Ju-Woo se promenait toujours. 2 heures plus tard, Ju-Woo était déjà essoufflé et en sueur. Ju-Woo était frustré d'avoir à nouveau rencontré un réseau de chaînes, et il pensait que depuis qu'il avait inventé la formation de réseau de piégeage, il était entré imprudemment dans le piège de Lee Changshu, oubliant qu'il aimait le plus installer des réseaux de chaînes. Soudain, Ju-Woo fut alarmé lorsqu'il sentit qu'il faisait soudainement si chaud. Ju-Woo a rapproché ses jambes lorsqu'il s'est rendu compte que le Yonkai dans son corps s'était élevé de manière imprudente à cause du vin médicinal, et il n'a pas pu s'empêcher de demander pourquoi il avait été si fort. Ju-Woo a serré Ju-Shi dans ses bras, lui demandant pourquoi il avait eu si chaud, et elle lui a dit d'être gentil et de la serrer fort. Ju-Woo l'imaginait, et ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il se rappelait qu'il devait le supporter parce qu'il était un immortel céleste à demi-pas, afin qu'il puisse résister à cet effet médicinal, il devait juste se rappeler que Ju-Shi était je l'attends à la maison. Ju-Woo secoua la tête parce qu'il réalisa qu'il n'aurait pas dû penser à Ju-Shi car cela ne faisait que le faire se sentir encore plus mal. Ju-Woo était extrêmement rouge, et même s'il pensait qu'il ne pouvait pas se ridiculiser parce que les balles d'enregistrement sonore et vidéo de Lee Changshu enregistraient toujours, il jura dans son esprit parce qu'il savait qu'il ne pouvait plus le supporter. Ju-Woo a crié que c'était une question de dignité masculine, donc il ne pouvait pas le supporter. Ju-Woo s'est agenouillé sur le sol et a appelé Lee Changshu alors que son âme quittait son corps. Ju-Woo a admis sa défaite et a promis qu'à l'avenir, il n'oserait plus comploter contre lui. Lee Changshu a souri de contentement, et il a pensé que ce qu'il avait fait aurait dû être suffisant, alors il a décidé qu'il devrait épargner Ju-Woo. Un panneau en bois est apparu au sol et Ju-Woo l'a immédiatement remarqué, se demandant ce que c'était. Ju-Woo a reconnu qu'il s'agissait d'un Tao céleste et d'un souvenir du sutra. Il disait qu'à partir de ce moment-là, il ne serait plus autorisé à faire quoi que ce soit contre Lee Changshu. Il ne révélerait aucune information à son sujet à qui que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, ses artefacts, ses outils et sa cultivation du Dharma, et s'il cassait le code, le tonnerre céleste lui ôterait sa virilité, et en le lisant, Ju-Woo je ne peux m'empêcher de me demander si les Changshu avaient été aussi impitoyables. Ju-Woo s'est plaint qu'il n'y avait que quelques centaines de conditions, mais il l'a quand même lu. Après que Ju-Woo eut fini de prêter serment, des éclairs violets et un doux grondement de tonnerre se manifestèrent au-dessus du petit pic Chion. Lee Changshu regarda Ju-Woo rentrer rapidement chez lui, plaidant que Ju-Shi ne devait pas entrer en isolement. Lee Changshu a attrapé le panneau en bois posé sur le sol plus tôt et il a souri, disant que ça aurait dû aller pour le moment. 2 mois plus tard, dans la salle du four à pilules, Ju-Ju a demandé à Lee Changshu s'il avait encore le vin médicinal qu'il avait donné à Ju-Woo parce que Ju-Shi lui avait dit qu'elle voulait utiliser quelques livres de sorts du Dharma pour échanger la recette du vin médicinal, et Lee Changshu lui a dit que c'était dans le pot avec lequel elle jouait actuellement. Lee Changshu se tourna pour dire à Ju-Ju qu'elle devrait rappeler à Ju-Shi que le vin médicinal ne convenait pas à une femme, sinon quelque chose de grave arriverait. La louche en bois contenant le vin tomba par terre. Ju-Ju a déjà bu le vin médicinal, et elle a paniqué en demandant à Lee Changshu ce qui se passerait si une femme en buvait. Lee Changshu avait l'air déçu par Ju-Ju, et il lui a dit que la femme se laisserait pousser la barbe ou quelque chose comme ça. Les yeux de Ju-Ju se sont agrandis lorsqu'elle a entendu parler de se laisser pousser la barbe. Elle a ri en disant que c'était juste une barbe qui laissait pousser, et elle lui a dit qu'il lui avait fait peur parce qu'elle avait fait une montagne avec une taupinière parce qu'elle avait pensé que son yin et son yang seraient déséquilibrés, la transformant en une femme virile, ce qui fit rire maladroitement Lee Changshu, pensant qu'il ne pouvait pas gagner contre sa logique. Lee Changshu a dit à Ju-Ju qu'après avoir fini de raffiner le four de pilules, il serait probablement en isolement pendant 6 mois à 1 an pour cultiver les véritables flammes du Samadhi.
Les yeux de Juju ont pétillé lorsque Lê Changshu a dit qu'il lui avait préparé quelque sorte de vin pour un an, et elle lui a immédiatement dit qu'il pouvait paisiblement entrer en isolement grâce à cela. Le vin coulait comme des rivières et le parfum du vin formait des nuages, et Juju bavait en pensant qu'il y avait tant de trésors qui lui appartenaient tous alors qu'elle regardait les pots de vin devant elle. Lê Changshu a rappelé à Juju que ce ne serait pas bon pour elle si elle en buvait trop, elle devrait donc boire avec modération et se retenir un peu. Juju est devenu sérieux et elle a dit à Lê Changshu que même si les véritables flammes du samadhi pouvaient être cultivées dans le royaume du retour du vide, ce qui était nécessaire au début était de brûler son essence, Kai, et son esprit pour condenser les semis de feu, donc il devrait ne se force pas. Elle lui a rappelé de ne pas cultiver le sort du dharma s'il n'en avait pas accumulé suffisamment, car il finirait par perdre son essence, Kai et son esprit, ce qui serait horrible, et Lê Changshu a remercié Juju pour le rappel. Juju a dit qu'elle avait déjà été coincée dans des goulots d'étranglement, mais qu'après quelques années, elle parviendrait à s'en sortir sans raison, et après la percée, elle entrerait en isolement pendant quelques années, voire plusieurs décennies, et elle a dit à Lê Changshu que ce qu'elle disait, c'est qu'il ne devrait pas être pressé. Lê Changshu a confirmé qu'il comprenait Juju et il lui a demandé si elle cultivait principalement le sutra de l'inaction. Juju a confirmé que Lê Changshu avait raison car lorsque quelqu'un accède au rang d'immortel, il peut également cultiver le sutra de l'inaction, et s'il a un bon potentiel, il peut également cultiver dans le royaume du retour du vide. Juju se souvint soudain qu'elle avait entendu Juhu dire que Kai Yuan avait commencé à atteindre l'illumination sur le sutra de l'inaction. Lê Changshu a confirmé que c'était exact et il a dit qu'il y a 2 mois, Kai Yuan avait obtenu un sutra envoyé par l'officier sectaire de la secte. Il avait réalisé et dit à Juju que, étant donné son attitude insouciante, elle était la plus apte à cultiver le sutra de l'inaction. Juju avait dit à Lê Changshu qu'il était comme un vieil homme parce qu'il disait la même chose que Wang Qin, et Lê Changshu lui avait dit que précédemment, Juhu lui avait donné le premier volume du sutra de l'inaction, donc il avait acquis un peu de compréhension, des idées que Juju avait compris. Soudain, les yeux de Juju sont devenus troubles alors qu'elle appelait Lê Changshu. Lê Changshu fut surpris lorsque Juju se pencha soudainement vers lui et lui dit qu'il était en fait plutôt beau. Juju souriait brillamment alors que son visage était rouge betterave, et elle se demandait pourquoi elle ne s'en était pas rendu compte dans le passé. Lê Changshu rougit et il ne put rien dire. Quelques instants plus tard, Lê Changshu était toujours sans voix, mais le regard dans ses yeux avait déjà été remplacé par de l'inquiétude. Juju dormait profondément sur la table devant lui. Lê Changshu sourit en regardant le visage paisible et endormi de Juju, et il pensa que Juju pouvait aussi être décrit comme une beauté avec un esprit clair et un cœur innocent. Il soupira et dit que, malheureusement, Juju était trop vive chaque fois qu'elle était éveillée. 2 jours plus tard, au bord du lac du Petit Piction, Lan Ling a demandé à Lê Changshu s'il n'allait pas cultiver à l'intérieur de la chambre à pilule à ce moment-là. Alors qu'il luttait pour contrôler le feu dans la paume de sa main, Lê Changshu lui dit que la réaction des 3 incendies des Samadhi True Flames pourrait endommager le bâtiment. Il a dit qu'il construirait un petit bateau et se retirerait au milieu du lac. Lê Changshu a remis des bouteilles à Lan Ling en lui disant qu'elle pouvait les utiliser pour se protéger et cultiver pendant son absence, et Lan Ling était impressionnée en remerciant Lê Changshu pour cela. Lan Ling était hébétée lorsque Lê Changshu lui a dit qu'elle devait prendre la bouteille gauche 3 fois par jour, alors qu'elle devait disperser environ 5 grammes de la bouteille gauche à chaque fois car cela pourrait affecter sa mentalité. Cependant, Lê Changshu a remarqué qu'elle était hébétée, alors il lui a demandé si elle l'écoutait et lui a dit d'arrêter de le regarder, ce à quoi Lan Ling a accepté avec apathie. La tristesse remplit les yeux de Lan Ling alors qu'elle demandait à Lê Changshu s'il n'avait pas besoin de cacher les vraies flammes du samadhi. Lê Changshu lui a donné un coup sur le front, lui demandant de quoi elle s'inquiétait et lui rappelant les leçons qu'il lui avait enseignées au cours des dernières années. Lê Changshu a fait la leçon à Lan Ling que les vraies flammes du samadhi lui avaient été accordées par Wang Qin, donc s'il les cachait et ne les utilisait pas, ce serait plutôt plus suspect. Il a également ajouté que cela ne serait considéré comme un atout que si d'autres ne pouvaient pas l'imaginer, le deviner ou y penser à partir des informations exposées sur la base de sa vie quotidienne. Il a dit qu'il ne s'agissait pas seulement de la puissance de la technique, ce que Lan Ling a confirmé qu'elle comprenait, mais dans son esprit, elle pensait qu'elle ne serait jamais capable de suivre la logique de Lê Changshu. Lê Changshu a demandé à Lan Ling de placer les 2 flacons de pilules devant la maison de Kai Yuan parce que c'était des pilules qu'il avait fabriquées pour l'aider dans sa cultivation, et elles avaient un effet nettoyant. Lan Ling parut soudain excitée lorsqu'elle demanda à Lê Changshu si Kai Yuan serait capable de nettoyer le Kai trouble de son corps. Lê Changshu a soupiré en disant que c'était impossible, et il a ajouté qu'il était également impuissant à ce sujet pour le moment. Pendant que Lê Changshu s'éloignait, disant à Lan Ling qu'il allait y aller et lui rappelant de cultiver diligemment,
Lan Ling ouvrit la bouteille et elle se demanda quel genre de médicament puissant les Changshu donnaient à Kai Yuan. L'odeur du médicament flottait autour de Lan Ling. Elle retourna à la maison à pied, vacilla et dit qu'elle avait déjà des vertiges rien qu'à cause du parfum résiduel de Kai et de la pilule. 2 jours plus tard, Lan Ling méditait assidûment. Soudain, quelque chose perturba sa méditation et elle se demanda ce que c'était. Quelques instants plus tard, un bateau avec une chambre à bord est apparu. Lan Ling avait l'air ennuyée alors qu'elle se demandait si ce qu'elle voyait était un petit bateau. Devant elle se trouvait un gigantesque bateau avec des bâtiments dessus, et Lan Ling ne pouvait s'empêcher de se demander si les Changshu avaient mal compris la taille. Elle a également ajouté que l'idiot les Changshu avait en fait perdu le concept de taille, grâce à Jiu Jiu. Aoi cria de douleur. Il a été attaché à un pilier avec des chaînes et il a essayé de s'en libérer avec la force brute, abandonnant. Il a ordonné aux personnes qui l'avaient attaché de le relâcher parce qu'il voulait voir son père. Quelques instants plus tard, une secte était brisée. Un vieil homme qui semblait être le père d'Aoi était en colère contre lui pour avoir osé faire quelque chose. Mais Aoi était plein de détermination lorsqu'il dit à son père qu'il voulait devenir un disciple de la secte immortelle due et cultivée comme les saints des 3 écoles. Une dame qui semblait être la mère d'Aoi a supplié son père de lui pardonner car il devait encore être sous le choc de la viande du démon. Sa mère a demandé à Aoi si les compétences de leur race n'étaient pas suffisantes pour qu'ils puissent les apprendre et si les trésors de leur race n'étaient pas suffisants pour qu'ils puissent jouer avec. Elle lui a demandé pourquoi il devait faire des choses aussi absurdes et même prononcer ces mots absurdes devant tant d'anciens de leur race. Elle lui a demandé s'il savait que s'il voulait rejoindre les saints, il n'acceptait pas de disciples de la race des dragons, à l'exception de l'école Jai. Elle a ajouté que le maître de l'école Chan avait pris un dragon illégitime comme disciple dans le passé et qu'il avait utilisé ses trésors pour retirer le dernier destin de la race des dragons et l'avoir confié à son disciple. Dans son esprit, Aoi remettait en question tout ce que sa mère avait dit sur le fait de reprocher aux sectes humaines de ne pas accepter les dragonquins et au maître de l'école Chan, ou Anglon, d'avoir volé le dernier destin de la race des dragons. Aoi ferma calmement les yeux alors qu'il continuait à se demander si sa mère pensait vraiment qu'il était encore un enfant qui pouvait être dupé par ses mensonges. L'un des 12 immortels dorés de l'école Chan, ou Anglon perfectionné, avait la lignée du dragon ancestral, et à l'époque, il avait été grièvement blessé et avait atterri dans les montagnes Kunlun. Il avait été soigné par les 3 purs qui n'étaient pas encore devenus saints et était devenu le dragon ornemental des 3 purs. Avant l'apparition de l'ancien saint, la race des dragons avait traité cela comme une honte, ils avaient donc rompu tous les liens avec le parfait Wanglong, retirant même son nom du registre des dragons. Après que les 3 êtres purs aient été élevés au rang de saints, la race des dragons ne pouvait plus supporter l'embarras de remettre le nom de Wanglong perfectionné sur le registre, alors ils ont commencé à l'appeler le mouton noir de la race des dragons, se moquant de lui comme étant un animal de compagnie, gardé par les saints et ne le reconnaissant pas comme un seigneur parfait. Aoi ne pouvait pas accepter qu'ils lui disent que ce qu'il avait fait était absurde, tout comme ce qu'ils avaient fait était encore plus absurde parce que, après que les 3 purs soient devenus saints, un groupe d'experts de la race des dragons avait amené le jeune dragon, devenir disciple sur l'île de la Tortue Dorée et avait été très respectueux envers les saints. Cependant, lorsqu'ils apprirent que le grand maître du ciel, qui avait les normes les plus basses pour accepter des disciples, ne permettrait qu'aux jeunes dragons les plus remarquables de la race des dragons de devenir des disciples de la 2e génération, les experts de la race des dragons se retournèrent et estimèrent que les saints les humiliaient, et ils disaient que les saints avaient en fait osé mépriser sa race de dragons, pensant qu'ils étaient des faciles. L'expert déclara fièrement que la race des dragons n'avait de toute façon pas besoin de l'aide des saints. À l'époque où Aoi avait dit pour la première fois qu'il voulait devenir un disciple de la secte immortelle du, son père était furieux, lui reprochant d'oser dire des bêtises et de déshonorer le prestige de leur race, et il a mis Aoi au défi de répéter ce qu'il avait dit. Sans hésitation, Aoi a déclaré qu'il voulait aller à la secte immortelle du et apprendre le Tao, et ce qu'il a dit a extrêmement surpris les autres membres de la race des dragons qui l'avaient entendu. Son père a immédiatement ordonné aux gardes d'emmener Aoi et de l'enchaîner. Alors qu'il était enchaîné à un pilier, Aoi pensa qu'il devait l'endurer car seulement si lui, le 2e prince du roi dragon, descendant du dragon ancestral, pouvait devenir un disciple de la secte immortelle du, qui avait un rang au milieu des sectes immortelles des 3 écoles, pourrait-il briser l'arrogance inutile de la race des dragons et déchirer leur estime de soi tordue. La détermination remplit ses yeux alors qu'il pensait que c'était le seul espoir pour la race des dragons. 3 mois plus tard, dans le palais du dragon de l'Est, la mère d'Aoi a pleuré, disant qu'Aoi avait définitivement été un bon enfant, donc il devait avoir été ensorcelé par quelqu'un. Elle s'est demandé comment ils avaient pu être durs avec lui et leur a ordonné d'aller trouver un bouc émissaire et de libérer son fils.
Le père d'Aoi a paniqué en disant à sa femme de ne plus pleurer parce qu'il ne voulait pas non plus avoir d'enfants, mais il n'avait pas le choix, alors il a accepté qu'il trouve un bouc émissaire pour que l'affaire puisse être réglée. Leurs yeux pétillèrent alors qu'ils regardaient tous les deux le poisson qui jouait de la flûte et pensait au bouc émissaire. Les larmes remplirent les yeux du poisson lorsque le roi demanda quelle était la punition pour avoir trompé un membre loyal, et la reine répondit que c'était la mort par 1000 coupures, ajoutant qu'elle était également d'humeur à manger du sashimi. Après une série d'incidents, le jeune dragon se rebellant, sa mère plaidant pour lui et son père ordonnant une enquête approfondie, un esprit poisson, qui était musicien enseignant l'Aoi dans l'océan, devint le bouc émissaire. L'alcool de poisson était coupé en morceaux sur place et placé entre les oignons verts, le gingembre, le vinaigre et l'ail. Il était regrettable et lamentable que dans le monde primordial, il n'y ait pas de wasabi, donc la façon de déguster le sashimi n'a pas encore été perfectionnée. Après un certain temps, dans le présent, Aoi fut attaché à un énorme navire à Coris immortel, qui se dirigea vers la frontière entre l'océan Sud et l'océan Est. Un aîné des tortues a demandé à Aoi pourquoi il irait dans la petite secte de la rosée immortelle, s'interrogeant sur leur capacité et disant que même si le roi le laissait devenir disciple là-bas, il n'oserait pas non plus l'accueillir. L'aîné a dit à Aoi qu'il devait aussi penser au roi parce qu'il tenait actuellement bon parmi les opinions des masses et supprimer toutes les voix pour pouvoir aller devenir le disciple d'un saint. L'aîné a informé Aoi qu'actuellement, il serait amené à devenir disciple du grand immortel des trois saints de la secte Dao, l'immortel nuage noir. Il a dit que même si le grand immortel n'avait pas une grande réputation, il était classé premier parmi les 7 grands immortels de l'école Jai. Alors qu'Aoi était toujours enchaîné, l'aîné des tortues lui dit que cela pouvait également être considéré comme exaucant ses souhaits, il lui demanda donc de ne plus créer de problème. Alors qu'Aoi demandait à l'aîné si le grand immortel avait des méthodes pour devenir un saint, l'aîné répondit avec certitude que oui. L'aîné des tortues avait dit à Aoi qu'il pouvait voir ce qu'il essayait de faire. Cependant, ce n'était pas aussi simple qu'il l'avait pensé. Il n'obtiendrait pas un bon résultat en se tourmentant simplement. L'aîné a indiqué qu'Aoi devait sympathiser avec le roi parce qu'il était la personne assise au siège le plus élevé de la race des dragons. Il ne pouvait rien faire facilement, sinon le palais serait en danger. Aoi poussa un soupir et il fut d'accord avec l'aîné des tortues. Aoi sourit en pensant qu'il pouvait désormais se déplacer à volonté dans l'immense monde primordial à l'extérieur du palais du dragon. Mais au final, pour devenir disciple du grand immortel, il devait encore s'appuyer sur son statut de prince du palais du dragon. Il n'en était pas content parce que ce qu'il devait rechercher était la porte de sortie pour toute la race des dragons, pas seulement la porte de sortie pour lui-même. D'un autre côté, au sommet de la secte immortelle, Jiujiu s'ennuyait. Elle était toujours allongée dans son lit, disant que cela ne faisait que 3 mois que les Chanshu étaient entrés en isolement. Elle se demandait donc pourquoi elle avait l'impression que cela lui paraissait plus de 3 ans. Elle se plaignait de n'avoir personne avec qui jouer. Elle bouda et dit qu'après que sa grande sœur aînée et son 2e frère aîné, sa 4e sœur aînée et son 5e frère aîné, sa 6e sœur aînée et son 7e frère aîné soient sortis ensemble, elle s'était attendue à ce qu'il soit temps pour le 8e frère aîné pour être avec la 9e sœur cadette. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le 8e frère aîné quitte également le sommet qui brise le ciel. Jiujiu soupira, disant qu'en tant que 9e sœur cadette, sa vie avait été si amère. Elle a dit que juste parce qu'elle était la 9e, elle avait été si seule sans personne pour l'accompagner parce que Wang Qin avait dit qu'il n'accepterait plus de 10e disciple. Elle se plaignait que sa vie avait été si dure. Soudain, Jiujiu a ouvert sa fenêtre et a appelé son petit neuf. Jiujiu s'est immédiatement réveillée en entendant sa sœur aînée. Jiujiu a été surprise et elle a demandé ce qui n'allait pas lorsque Jiujiu a rapidement couru vers elle, lui demandant de l'accompagner jusqu'au petit Piction. Jiujiu sanglotait en disant à Jiujiu qu'elle voulait se battre avec le grand dieu et qu'elle voulait jouer à une simulation de vie immortelle parce qu'elle s'ennuyait tellement. Jiujiu était tellement confuse quand Jiujiu a mentionné combattre les grands dieux dans la vie immortelle, car elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Jiujiu a traité Jiujiu de sœur cadette idiote, lui demandant comment elle aurait pu aller au petit Piction. Avec un sourire sur son visage, elle a demandé à Jiujiu si elle ne se serait pas sentie gênée si elle y était allée. Jiujiu était confus, car elle ne savait pas de quoi elle aurait dû être gênée. Lorsqu'elle a réalisé, Jiujiu a immédiatement dit à Jiujiu qu'elle avait mal compris quelque chose parce qu'elle n'avait eu qu'une relation tante-neveu avec les Chanshu. Jiujiu n'était pas convaincue, alors elle a demandé à Jiujiu si les tantes martiales et les neveux disciples avaient pratiqué l'alchimie et mis en place des formations les uns avec les autres chaque jour, disant que cela avait été assez intime. Mais Jiujiu a dit que cela n'avait pas été intime parce que les Chanshu étaient malades. Jiujiu a dit que les Chanshu n'auraient pu être touchés par aucune femme autre que Lan Ling. Sinon, il aurait tremblé de partout. Elle pensait qu'il avait vu Lan Ling grandir, donc il s'était bien comporté avec elle.
Mais il aurait également été d'accord avec elle s'il s'agissait simplement de toucher les poings ou de lui donner un high five. Jiu a dit qu'il y avait quelque chose de louche dans cette maladie, alors elle a demandé à Jiu comment la maladie était apparue et de lui dire en détail. Alors Jiu lui a dit que cela avait commencé lorsqu'elle avait amené les Chanshu sur le continent Nord pour la dernière fois. Quelques instants plus tard, Jiu éclatait de rire. Des larmes se formaient au coin de ses yeux alors qu'elle continuait à rire de la façon dont Jiu avait été dupé par un mensonge aussi simple. Jiu était en colère parce que les Chanshu avaient osé la tromper. Jiu l'a calmé et lui a dit qu'un homme qui n'avait pas été frivole était un trésor rarement vu dans le monde, elle ne devrait donc pas manquer cette opportunité. Jiu rougit en demandant à Jiu de quoi elle parlait et comment elle aurait pu être avec les Chanshu. Elle a eu l'air surprise, disant qu'elle retournait en isolement. Mais Jiu lui a rappelé qu'elle allait devenir gardienne lors de la compétition d'amorçage après quelques jours, et Jiu a été désorientée lorsqu'elle a réalisé cela, et elle s'est demandé si elle pourrait s'isoler pendant quelques jours. Jiu s'est invitée par la fenêtre et a dit à Jiu qu'elle n'avait pas besoin d'être timide devant elle car elle lui apprendrait d'abord à s'habiller et à se maquiller. Mais Jiu a fermement refusé, disant qu'elle ne voulait pas. Jiu a souri doucement en convainquant Jiu de lui laisser jeter un œil à sa silhouette actuelle. Jiu a essayé de protester, disant à Jiu 11e de ne pas la toucher et a dit que c'était ennuyeux. Mais Jiu 11e n'a pas écouté et elle a rapidement enlevé les vêtements de Jiu. Au cours des mois suivants, Jiu a réfléchi lentement aux paroles de Jiu 11e. En emmenant les disciples sur le continent Nord, Yao Chen Chuanya a demandé à Jiu s'il n'y allait pas, car elle était hébétée, pensant à elle et à les Chanshu. Lorsque l'événement d'amorçage s'est terminé, elle a continué à réfléchir à elle et à les Chanshu. Et finalement, lorsqu'elle fut éclairée, elle ne pouvait pas croire que son cœur était vraiment ému par un neveu disciple qui n'avait qu'environ 100 ans. Une grue en papier a volé à l'intérieur d'une fenêtre. C'était une grue en papier porteuse de messages, et elle informait Jiu que les Chanshu lui avaient demandé de venir raffiner les pilules. Jiu a rougi en disant qu'elle viendrait immédiatement, mais elle a soudainement réalisé. Elle rougit et ses yeux s'écarquillèrent. Elle se demanda si son cœur aurait pu vraiment être ému par un disciple âgé d'environ 100 ans seulement. Avec les mots de Jiu 11e sur le fait qu'il y avait certaines choses qu'elle ne saurait qu'après avoir demandé, Jiu a décidé d'y aller et de le faire, se demandant de quoi elle avait eu peur quand elle avait juste eu besoin d'aller demander à les Chanshu. Quelques instants plus tard, dans la chambre à pilules de Little Kyongpik, Jiu marmonnait en demandant à les Chanshu s'il aimait quelque chose, et quand les Chanshu lui demandaient de quoi elle parlait, elle lui demanda rapidement s'il aimait raffiner des pilules. Les Chanshu lui a dit qu'il aimait raffiner les pilules et lui a demandé pourquoi elle le demandait. Elle tourna la tête et dit que ce n'était rien, mais dans sa tête, elle était troublée, se demandant pourquoi il avait été si difficile de demander alors qu'il ne s'agissait que d'une seule phrase. Elle pensait qu'elle avait juste besoin de mettre les choses au clair parce qu'elle n'était pas une sorte de vieille vache qui voulait manger de l'herbe fraîche.